Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Nicolas Meillan, ancien conseiller scientifique auprès de France Stratégie. Vous êtes aussi membre de l'ASPO France, une association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers. Et vous venez de sortir en fait une tribune dans le Figaro à propos du charbon notamment, qui explique que depuis 2000, en réalité, la part du charbon dans le mix énergétique n'a quasiment pas baissé, de 87 à 83%. Et pourtant, 6 000 milliards de dollars ont été investis en 15 ans dans les énergies renouvelables. Alors, comment on explique cette persistance du charbon et puis après, on va parler des solutions que vous envisagez pour sortir de cette énergie très carbonée. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors, c'est les énergies fossiles, c'est pas que le charbon. La part qui a diminué, c'est 87 à 83%, c'est énergie fossile, donc c'est charbon, plus pétrole, plus gaz. Mais effectivement, depuis 2000, ce qui est surprenant, c'est que, vous savez, on se revoit toutes les ans dans ces fameuses COP. Ce sont des sortes d'apéros géants avec des dizaines de milliers de personnes, du champagne et des petits fours pour faire baisser les émissions de CO2. Et depuis qu'on fait ces apéros, les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté. Ah oui, c'est quand même particulier, puisque le but des COP, c'est de diminuer. Le but des COP, c'est de diminuer, et ça n'est pas que les émissions de CO2 des jets qui permettent d'aller à ces COP. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a fait qu'augmenter ? Parce que en même temps, vous avez eu la Chine qui a rejoint l'OMC en décembre 2001. Et donc, un grand mouvement de délocalisation, notamment des usines, des pays riches, OCDE, États-Unis, Europe, vers la Chine. Et donc, en gros, pour résumer, en France, on fabriquait des choses avec du nucléaire, pas de CO2, et maintenant on le fabrique au charbon et on importe de Chine. Ouais. Et donc forcément, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. C'est que vu que la Chine aujourd'hui, il y a un article paru récemment, c'est un tiers de la production mondiale, forcément ça fait monter les émissions de CO2. Et en 2023, on a encore battu un record mondial d'émissions de CO2 et un record mondial de consommation de charbon. Donc, un constat est clair, si on essaie de faire quelque chose depuis 20 ans, ça ne fonctionne pas. Mais on parle, alors les COP s'enchaînent, se suivent et se ressemblent et rien ne se passe, si ce n'est que... Il y a toujours un accord historique à chaque fois. Oui, un accord historique, toujours. Et le CO2 ne fait qu'augmenter. Là, selon un économiste britannique, Nicolas Stern, il parle d'un transfert de 2500 milliards de dollars qui serait nécessaire des pays riches vers les pays pauvres, qui sont plus dépendants du fossile. C'est 4% du PIB de l'OCDE, c'est impossible en réalité de faire ça. Quelle est la solution ? Parce qu'on a l'impression que on parle beaucoup. Est-ce que cet objectif carbone, c'est un leurre ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ou bien est-ce que c'est plié d'avance le match, on peut dire ? Alors, c'est vrai que nous, typiquement en Europe, on passe beaucoup de temps à discuter entre nous de faire baisser nos émissions de CO2, mettant des panneaux solaires, des éoliennes, etc. En taxant les SUV à Paris, en fermant toutes les usines, en délocalisant. Alors, quand on ferme les usines, effectivement, ça marche assez bien, notamment en France. Mais en fait, l'enjeu, il est pas là. L'enjeu, il est surtout en Chine, il est en Inde, où on ajoute des centrales à charbon tous les jours. Et si vous voulez, vous pouvez mettre quelques panneaux solaires sur votre toit. Si de l'autre côté, ils rajoutent une centaine de centrales à charbon, l'impact, il va être minime. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça continue à augmenter. Alors, la Chine prévoit un pic jusqu'en 2050 pour sa consommation de fossiles. Oui, alors vous savez, c'est assez compliqué de se projeter sur les pics. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a la moindre ambition de faire baisser les émissions de CO2, mais c'est un si qui est important, parce que a priori à date, c'est pas prouvé. Eh bien, il faut faire baisser la consommation de charbon. Ouais. Alors, je reviens sur Nicolas Stern, que vous avez cité, 2500 milliards de dollars par an. C'est ce qu'il avait dit pour pouvoir permettre cette transition écologique au niveau mondial. Les COP, elles ont acté 100 milliards de dollars par an, donc 25 fois moins. Et la réalité, c'est 10 milliards de dollars par an. Donc, c'est 250 fois moins. Vous voyez, il y a quand même un écart entre 10 et 2500 milliards. Oui, mais des milliards, pourquoi faire ? Pour investir dans des énergies renouvelables ? Donc, nous, on a essayé de réfléchir à un système-là. C'est bon, le problème, c'est le charbon. Alors, on a regardé qui consomme du charbon, et notamment qui consomme du charbon pour fabriquer son électricité. On est tombé sur 14 pays. 14 pays, je ne vais pas tous les lister, mais on va retrouver dedans la Chine, l'Inde, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Russie, Allemagne, et ces pays-là, ils font plus de 100 TWh d'électricité à base de charbon. Ça, c'est 95% de l'électricité mondiale à base de charbon, et c'est un quart des émissions de CO2.
D'accord. Et on s'est dit, ces gens-là, on va essayer de mettre en place un mécanisme vertueux. On va mettre en place, une taxe, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, sur leurs exportations. D'accord. Donc, quand nous, on apporte ça chez nous, ils vont avoir cette taxe-là. Et on s'est dit, on va dimensionner cette taxe pour qu'elle leur permette à eux de se débarrasser du charbon. On va pas juste les taxer et prendre l'argent pour financer notre incompétence chez nous. On va leur rendre l'argent pour qu'ils puissent remplacer leur centrale à charbon par une centrale nucléaire, de l'hydraulique, une éolienne, un panneau solaire, une économie d'énergie. Et on a fait le calcul. Et en mettant une taxe moyenne, grosso modo, sur ces 14 pays de 10% sur leurs exportations, qui représentent quand même plus de la moitié des exportations mondiales, on arrive à financer 1250 milliards de dollars par an. Donc on arrive à la moitié de ce que avait proposé Nicolas Stern, on arrive à plus de 10 fois plus ce que proposaient les camps et plus de 100 fois plus de ce qu'on fait. Ouais. Donc on a un mécanisme vertueux. Il y a déjà l'inflation, tout coûte cher. Là, si vous taxez des produits qui viennent de Chine, qui sont censés être peu chers, vous allez les rendre encore plus chers. Enfin, c'est un peu après, c'est sûr qu'il y a difficile à mettre en place quand on voit la difficulté qu'ont les Français aujourd'hui d'acheter. Il y a un débat, effectivement, mais je peux vous donner un exemple d'un produit que vous importez en France. Il faut voir à quel niveau on met la taxe. Est-ce qu'on la met sur le prix à l'importation ou est-ce qu'on le met sur le prix final? Ouais. Mais si je vous prends souvent un t-shirt que vous payez en France, on va dire 20 €. Combien il coûte en Chine? 2 €. Vous l'avez acheté 2 €. Donc si vous mettez une taxe de 10% sur 2 €, ça fait 2,20 €. Pas beaucoup, a priori. Donc l'inflation, il y a un tel écart entre les prix chinois. Alors c'est sûr que si on le met, au lieu de le mettre sur le 2 €, on le met sur le 20 €, ça va être un petit peu plus cher. Ouais. Donc il y a un juste milieu, mais nous, notre objectif avec cette tribune qu'on a publiée avec Philippe Charlès dans le Figaro, c'est, entre guillemets, d'ouvrir les débats, de jeter un pavé dans la mare et de voir ce qui peut être fait, parce que tant qu'on s'attaque pas au problème, il n'y a aucune chance qu'on le résolve. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Ouais, alors justement, phosphorer, proposer des solutions, c'est ce que vous faites. Vous étiez aussi, en ce début de semaine, auditionné par, ou la semaine dernière, auditionné par une commission d'enquête au Sénat sur l'augmentation des prix de l'électricité. Parce que ça, c'est formidable. Bruno Le Maire nous explique que ça n'augmentera pas plus de 10% et donc ça augmente de 9,8%. On apprend également la semaine dernière que le gaz augmentera en juillet. Qu'est-ce qui se passe avec le prix de l'énergie en France, gaz et électricité? C'est la taxe qui fait que ça augmente aujourd'hui. Puis il y a bien sûr le problème du marché européen de l'énergie. Qu'avez-vous dit aux sénateurs alors ce que j'ai dit aux sénateurs, déjà j'ai essayé de leur expliquer comment on en était arrivé là. Ça m'a quand même pris 10 minutes, donc je vais avoir du mal à le résumer là en quelques secondes. Mais en gros, pour faire simple, l'Union, en 86, acte unique de l'Union européenne, on va tout libéraliser, y compris l'électricité et le gaz. Première directive en 96. Et nous, on dit, ok, on libéralise, mais on garde quand même nos tarifs régulés. Ce qui, a priori, va pas ensemble. Et donc, tant que ces tarifs étaient plus élevés que les prix du marché, ça posait de problème à personne. Et quand nos tarifs réglementés étaient moins élevés, parce qu'on a quand même l'électricité qui était 2 fois moins chère que tous les autres pays européens, certains pays européens ont commencé à se plaindre et ont ouvert une enquête à l'Union pour suspicion d'aide d'État, distorsion de concurrence. Et donc, en gros, ce qui pesait sur nous, c'était une amende de 20 milliards d'euros. Donc, soit on prenait risque de l'amende, ou soit on se pliait aux injonctions, et donc on a créé un mécanisme qui s'appelait l'AREN, qui n'était pas si mal ficelé que ça à l'époque, et qui permettait de garder nos tarifs régulés, et en même temps d'ouvrir la concurrence, parce qu'il fallait absolument ouvrir la concurrence. Donc en fait, la France s'est fait braquer par l'Union européenne pour ouvrir la concurrence. On avait un pistolet sur la tempe et Nicolas Sarkozy a signé en bas parce qu'il voulait pas payer 20 milliards d'euros. Voilà. Et donc on se récupère ce mécanisme qui pose pas trop de problèmes jusqu'en 2020, mais dès que les prix du marché ont explosé, la construction même du mécanisme de l'AREN, grosso modo l'AREN, ça permettait que dans notre facture, 70% soit du nucléaire et 30% seulement le marché. Donc on réduisait notre exposition au marché. Mais c'est un marché fictif, parce qu'en réalité, tous ces acteurs privés de l'électricité achètent leur électricité à EDF. Alors, c'est pas un marché fictif, mais effectivement, le marché tel quel ne représente que un quart de l'électricité qu'on consomme. Donc, c'est pas grand-chose. Et en gros, ça permet de passer les pointes et ça permet de s'échanger l'électricité entre différents pays. Ce qui s'est passé quand les prix de l'électricité ont augmenté, c'est que
le mécanisme étant mal ficelé ou n'ayant pas évolué, il aurait dû évoluer, eh bien on se retrouve avec la part du nucléaire qui est passée de 67% à 45%, donc presque divisé par 2, ouais. Et en même temps, la part du marché avait été multipliée par 4. Donc en fait, on fait x8 sur la part du marché qui faisait un tiers, donc x3 sur le prix de l'électricité. Alors que le coût de l'électricité, 80% nucléaire hydraulique, il n'a pas bougé. C'est amorti, ultra amorti. Et donc, ce que j'ai proposé aux sénateurs, c'est de simplement corriger les problèmes de ce dispositif. Et j'ai d'ailleurs appris après que c'était les corrections que je propose étaient ce qui était prévu au départ. En 2009, mais dont le gouvernement n'a pas voulu. Alors c'est quoi les corrections ? C'est se dire, au lieu de se baser que sur le nucléaire pour se protéger du marché, on fait nucléaire plus hydraulique, parce qu'en France on est des champions d'hydraulique. Comme ça, 80% de la facture, ça va être nucléaire hydraulique, donc moins de 50 €, 60 €. Et puis après aussi, on a eu, depuis cette libéralisation, on est le pays où il y a le plus de fournisseurs d'électricité. Oui, c'est ça. Alors, on était le pays avec le gros monopole et on a plus de 100 fournisseurs d'électricité. Et donc, alors, il y en a certains qui ont joué le jeu, qui ont investi dans des capacités de production, notamment en renouvelables, et il y en a d'autres qui ont juste produit des factures. Ouais. Donc, les producteurs de factures, ils sont sympas, mais eux, on va leur demander de produire au moins un quart de ce qu'ils vendent. Comme ça, ils vont vendre un peu moins, et on n'aura pas ce phénomène, je n'en ai pas parlé, et c'est compliqué à expliquer, le phénomène d'écrêtement, qui fait que, grosso modo, en 2012, on a dit, les fournisseurs alternatifs qu'on va créer ont le droit à un quart de la production d'EDF. Sauf que ces gens-là, comme ils ont peu investi dans des moyens de production, en fait, ils ont demandé plus que ce dont ils avaient droit, et c'est ça qui, à cause de notre calcul un peu mal foutu, a fait que les prix ont explosé. Ouais. Mais quand je dis les prix explosés, je veux juste redonner quand même un ordre de grandeur. Grosso modo, nous, l'électricité, le coût, c'est 60 € du mégawattheure. C'est la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui l'a dit. Le coût du nucléaire existant, 60 €, et l'hydraulique, c'est moins cher. La Commission de régulation de l'énergie pour 2023 a recommandé un coût pas à 60 €, mais à 240 €. D'accord ? Donc 4 fois plus cher. Ouais. Et donc ça, ce coût qui sort de nulle part. Alors, on l'a pas senti au niveau des ménages parce qu'il y a le bouclier artificiel. Le bouclier, pas artificiel, si, bouclier artificiel tarifaire. C'est en grosso modo un transfert d'argent du contribuable vers EDF. Bon, tant mieux parce que ils avaient perdu 20 milliards d'euros l'année précédente. Vous allez voir les résultats d'EDF, j'annonce tout le monde, mais dans les prochaines semaines, il faudra pas être surpris qu'ils gagnent plus de 20 milliards d'euros. C'est normal, c'est le bouclier tarifaire. Et puis après, le problème, c'est les entreprises. Ouais. Moi, j'essaie d'alerter sur ce sujet régulièrement. C'est que les entreprises, elles sont pas protégées parce que justement, la Commission européenne, de nombreuses petites la Commission européenne, c'est ce qu'elle voulait, c'était de supprimer les boucliers tarifaires. Ouais. Et donc, elle y est arrivée. C'est ce sur quoi on s'est engagé, et ça a été le 1er janvier 2016, plus de tarifs jaunes, plus de tarifs verts. Et nos PME, aujourd'hui, je le dis et je le répète, on est au niveau de défaillance, 400 PME par mois. C'est ce qui se passait pendant la crise financière de 2008. Ouais. On en est là. Mais comment ça se fait qu'on a un ministre de l'économie qui est ultra optimiste ? On a aussi un ministre délégué qui s'appelle Olivia Grégoire, qui pour elle voit pas les défaillances. Ouais. J'ai l'impression qu'il regarde pas les bons chiffres. Ouais, c'est pas grave. Moi, je suis à leur disposition. Il suffit de prendre les chiffres de la Banque de France, qui est pas non plus une sorte d'ONG écolo-bobo ou quoi que ce soit, de les retraiter parce qu'il faut quand même enlever les micro-entreprises qui faussent les chiffres parce que c'est 95% des défaillances. Donc, il faut faire une soustraction. Je ne sais pas si c'est à la portée de Bruno Le Maire. Une soustraction, on enlève les micro-entreprises, on ne garde que les TPE, puis on regarde ce qui se passe. Et quand on regarde les données historiques, c'est des données de la Banque de France, tout le monde peut y avoir accès. On est au niveau de 2008-2009, donc il faut se réveiller. Est-ce que ça va se réveiller parce que les sénateurs vous entendent, mais on a l'impression que Bruno Le Maire, lui, reste dans une réalité parallèle. Est-ce qu'à un moment, les pouvoirs publics vont comprendre l'urgence qu'il y a à éviter une explosion ou une augmentation encore supérieure des prix de l'énergie, électricité et gaz, puisque le gaz augmente encore en juillet? Ouais, alors on va quand même... alors le gaz, il augmente aussi pour des problèmes des histoires de réseau. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'augmentation du prix de l'électricité ou du gaz... c'est aussi en partie parce qu'on veut mettre des électricités renouvelables à la place et de gaz renouvelable. Ouais. Moi, une question que j'ai posée aux sénateurs, c'est de se dire, bon, alors c'est très bien, 100 milliards d'euros pour l'électricité renouvelable, mais pour faire quoi ? C'est quoi le service rendu au réseau ? Moi, quand je regarde typiquement l'électricité, là, il y a des très bons sites internet pour voir ça, depuis 4 mois, ce qu'on voit, c'est quand il y a beaucoup de vent, en fait, on l'exporte. Et donc, quand on l'exporte, en fait, on l'exporte aussi à la place du nucléaire. Et donc, quel est concret ? Alors, ça nous a aidé, c'est vrai. L'an dernier, quand on a eu un souci un peu historique sur le nucléaire
effectivement, les renouvelables ont contribué, c'est indéniable. Mais là, la situation est revenue à la normale. Et donc, quand le vent souffle, on l'exporte et à la place du nucléaire. Donc, on baisse le nucléaire, qu'on paye quand même. C'est pour ça que j'ai dit au sénateur, en fait, quand il y a du vent, vous payez l'électricité 2 fois. Donc, posez-vous la question. C'est pas le cas en Allemagne. En Allemagne, ça permet de remplacer du charbon, de la lignite. Donc, c'est une bonne chose, c'est indéniable. Ça coûte cher, 500 milliards, il faut les mettre. Mais et c'est les ménages qui payent, mais ça permet de faire ça. Donc ça, c'est des questions que doivent se poser les sénateurs. J'ai été agréablement surpris par leur niveau de connaissance, les questions qu'ils ont posées. Ça montre que c'est un sujet qui les intéresse. Au moins, c'est la bien. suite d'une commission d'enquête qui a eu lieu l'an dernier. Donc c'est mon naturel optimiste qui parle, mais voilà, on va s'intéresser de près à ce qui s'est passé sur les prix de l'électricité. On a conscience que c'est l'avantage compétitif historique de la France, c'est ce prix de l'électricité. Bien sûr. Et donc espérons qu'il en sorte quelque chose de concret. Ok, merci beaucoup Nicolas Meillan d'avoir essayé de raccourcir. C'est un sujet complexe mais important et qui inquiète tous les Français, le prix de l'électricité, du gaz et des énergies. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler de l'interview de Poutine avec Tucker Carlson. Vous êtes sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.